Que diriez-vous d'un petit vol en Concorde? Claire Doutrio nous emmène à bord du supersonique. Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Regardez-le, avouez-le. Avez-vous déjà vu Plus bel avion? Ou plutôt Plus bel oiseau? C'est le Concorde. Admirez le dessin de cette voilure. Bon, c'est notre petit bijou, à nous les Français. D'accord, cet avion a été conçu et construit conjointement avec les Britanniques, mais nous avons un peu tendance à nous approprier son élégance et ses performances. Il paraît que les Anglais, eux, le considèrent comme un avion anglais. C'est curieux, non? Retour sur une histoire extraordinaire et tragique. Nous sommes au début des années 60. C'est l'époque du progrès triomphant et la France comme le Royaume-Uni se battent chacun de leur côté pour enrayer la suprématie américaine dans les airs. Les gouvernements des deux pays enjoignent alors à leurs équipes de travailler ensemble pour réduire les coûts. Le général de Gaulle propose le nom de Concorde. Petit problème, les Anglais ne sont pas contents, car Concorde s'écrit sans E dans leur langue. Le ministre britannique de la technologie, Tony Benn, met fin à la polémique en annonçant « Le Concorde britannique s'écrira désormais avec un E, car cette lettre signifie aussi Excellence, England, Europe et Entente. » Donc, voici la France et l'Angleterre en train de développer l'avion de tous les superlatifs. Passons rapidement sur les petits soucis, pas si petits pourtant, d'équipes travaillant avec des systèmes métriques d'un côté de la Manche et avec des systèmes de mesure anglo-saxonnes de l'autre. Si, je vous assure, ces incompatibilités ont entraîné de vrais retards. Quoi qu'il en soit, un avion supersonique, ça doit pouvoir voler à la vitesse du son ou plus, c'est-à-dire au moins à 1200 km/h. En l'occurrence, le Concorde vole à Mach 2, soit à 2400 km/h. Et c'est évidemment un condensé des technologies les plus avancées de l'époque, commandes entièrement électriques, pilote automatique, système de freinage par contrôle de glissement, et j'en passe. Tout est pensé en fonction de la vitesse et donc de la moindre résistance à l'air. La forme est lancée, les grandes ailes majestueuses et son nez pointu, qui s'abaissent en phase de décollage et d'atterrissage pour offrir davantage de visibilité aux pilotes. Rien n'est trop beau pour ce prototype qui effectuera des milliers d'heures d'essai à la vitesse supersonique et sera l'avion le plus cher à construire qui ait jamais existé. Il n'est pas seul, le Concorde, à vouloir franchir la vitesse du son. Les Américains sont dans la course, avec leur Lockheed L-2000 et leur Boeing 2707, et surtout les Russes, avec le Tupolev Tu-144, qui présente quelques similitudes troublantes. On parle d'un ingénieur russe arrêté dans un aéroport parisien, la serviette bourrée de documents secrets concernant le Concorde. Quoi qu'il en soit, les commandes vont bon train, et en 1967, Concorde est fier d'annoncer quelques 74 commandes ou options fermes. Mais, en 1973, le prix du baril de pétrole grimpe de 3 à 12 $. C'est le premier choc pétrolier. Et puis, le vent a tourné. Les populations semblent moins éprises de vitesse que de confort de vie. On commence à reprocher au Concorde son bruit effroyable. L'Amérique laisse tomber son propre projet d'avion supersonique après toutes sortes de déboires techniques et boude l'avion européen. Et enfin, le Tupolev soviétique Tu-144 a la malheureuse idée de s'écraser lors d'un show au Salon du Bourget. Du coup, le supersonique, ça fait peur et les commandes de Concorde sont toutes annulées les unes après les autres, seules restent en lice les compagnies françaises et britanniques, qui démarrent leur vol régulier en 1976, notamment entre Paris, Londres et Washington et New York. Ah, rallier New York en 3h30 au lieu de 9h. Le Concorde devient l'avion des stars du business, de la finance, de la jet-set et des diplomates. Qu'importe le prix extravagant du billet, qu'importe les 17 litres de kérosène par passager aux 100 km contre 2 à 3 litres pour les gros porteurs actuels, traverser l'Atlantique à bord du Concorde fut à une époque le must absolu. Une époque bien courte, car en l'absence de commandes, seuls 20 Concordes ont été commercialisés et avec des coûts de maintenance prohibitifs, il faut en moyenne 20 heures de maintenance pour 1 heure de vol, le Concorde n'est évidemment pas rentable. Alors, quand en juillet 2000,
un Concorde s'écrase 2 minutes après son décollage de l'aéroport de Roissy, faisant 113 victimes, le sort du Concorde est scellé. Peu importe que l'origine de l'accident soit peut-être due à un objet métallique tombé d'un autre avion lors de son décollage. Le monde prend peur et les derniers vols du Concorde ont lieu en 2003. Des dizaines de milliers de fans viennent saluer les tout derniers atterrissages à Paris et à New York, où les pompiers arrosent l'avion comme le veut la coutume. Dorénavant, le Concorde est un objet muséal. Quand on atterrit à Roissy, on longe parfois celui qui est exposé là, dans un coin du tarmac. Il fait un peu pitié, il a l'air bien seul, l'oiseau magique. On pourrait dire que le Concorde, c'est une aventure française un peu typique. Une avancée technologique extraordinaire, qui aura d'ailleurs préparé le terrain de l'Airbus, un style, une élégance hors du commun et un fiasco commercial sans précédent.